Bien, donc je vous ai remercié d'être venu. Parmi vous, il y a des habitués, et puis il y a des nouveaux qui sont là certainement attirés par le thème de la rencontre. Et bon, la Grange de Maillac est un lieu privé ouvert. Donc Françoise, oui, elle est là-bas. Donc les gens de Maillac, c'est nous, c'est Françoise et moi. Et donc on est un lieu privé ouvert où on organise des événements ponctuels comme des stages, des conférences. On a même eu déjà des temps musicaux, des moments musicaux, mais ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Il faudra peut-être qu'on y pense. Voilà. Et pourquoi ça? Eh bien, pour tendre vers des prises de conscience de ce qui se passe dans le monde, sur l'évolution personnelle, l'évolution spirituelle, et ça nous permet peut-être aussi d'élever notre propre conscience. Voilà. Donc nous fonctionnons sur le mode de la libre participation. Il y a toujours notre petite boîte colorée dans le fond. Voilà, donc vous pouvez, si vous avez le goût, nous remercier comme ça aussi. Bien, et il y a des toilettes sèches à l'extérieur. Bon, il faut marcher un petit peu, il y a une petite pente, mais qui sont des toilettes sèches très accueillantes. Voilà. Donc je prends ma deuxième feuille. Hein? Bien, essayez de situer Raymond Grandouillet et les gens de Maillac, donc Françoise et moi. Moi j'ai fait la première rencontre téléphonique avec Raymond Grandouillet, pour moi c'était en 97. Donc Guy Voyou m'en avait tellement parlé que moi habitant l'Alsace, j'avais envie de le rencontrer. Et profitant d'un voyage, je vais me rendre aux Olières sur Eyrieux. Je suis fait un détour Saint-Agrève, les Piches, je travaille ma caravane. Bien sûr, c'était en pleine journée, il n'y était pas, il devait être aux sources, c'est ce qu'il m'a dit le soir. Et j'ai laissé une bouteille de vin devant sa porte en me disant, je vais le rappeler. Ce que je fais le soir, et bon, ça décroche. Et je dis, allô madame, est-ce que je peux parler à monsieur Grandouillet? Oui, mais c'est moi, monsieur Grandouillet, avec sa petite voix très féminine, très douce. Voilà, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de madame Grandouillet, mais je savais que... Voilà. Et au niveau... En 80 première rencontre physique, c'était en 98. Et entre 99 et 2003, avec Françoise, on a eu l'occasion d'aller chez lui plusieurs fois. Et ce que j'aimerais dire là, par rapport à ça, c'est que quand on repartait de chez lui, on était différent de ce qu'on était en arrivant. Hein, je l'exprime comme ça. Et il a aussi trouvé, on a une source à Maillac, et du temps des anciens propriétaires, il avait trouvé la source sur le terrain de Maillac. Voilà, c'était ma deuxième feuille. Hein? On explique en même temps. Raymond Grandouillet est un personnage célèbre dans la région, estimé et aimé par beaucoup. Et pour des raisons qui apparaîtront pendant cette rencontre, nous avons décidé de lui consacrer cet hommage. Sa vie, parce que sa vie a dépassé la culture locale et parce que sa vie prend une dimension précieuse. Et pour conserver une trace de ce moment unique, nous avons demandé à Daniel Tardy, qui est cinéaste professionnel et ami de la Grange de Maillac. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Daniel, derrière Jacques, là-bas, il y a une affiche, un article le concernant sur le film qu'il a produit, le livre qu'il a écrit sur Saint-Nectaire. Voilà, donc il est passé dans la Grange de Maillac avec son film. Voilà, donc. Et bon, garder une trace de témoignages vivants à la fois les vôtres. Tout à l'heure, si les personnes veulent effectivement prendre la parole et s'exprimer par rapport à un partage, un échange ou une expérience, enfin un souvenir qu'ils ont de Raymond Grandouillet. Et le témoignage des 4 personnes qui sont à mes côtés. Et ces 4 personnes ont côtoyé Raymond pendant plusieurs années. Et elles interviendront tout à l'heure, en espérant que ce qu'ils vont dire nourrira un échange fourni, un questionnement
justement fournie et alimentée par votre propre expérience. Parler de Raymond Grandouillet, c'est le 4, c'est le 4, c'est le 4. Donc parler de Raymond Grandouillet simplement et en vrai, c'est avéré être une chose pas facile. Et du coup, parce qu'il est à la fois complexe et complet. Voilà, complexe et complet, multifacette. Aussi, nous avons décidé, nous les gens de Mayak, d'opter pour le découpage horaire suivant. Il était affiché sur le paperboard à l'extérieur, mais bon, la pluie aidant, on ne l'a pas sorti, donc peut-être que les personnes ne l'ont pas lu. Donc entre 16h et 18h15, nous avons l'hommage à Raymond. À 18h15, entre 18h15 et 18h45, il y aura le verre de l'amitié, qui permettra, un temps de repos, se ressourcer un peu, et qui permettra aussi aux personnes qui ne souhaitent pas participer à la partie qui suivra, qui est une partie plus spirituelle, sous forme de cercle d'amitié, pourront, je veux dire, s'en aller librement, paisiblement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, François? Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Bien. Et donc, après, et pour l'hommage, nous allons commencer par une projection d'un film que Jean, un petit film de quelques minutes, très court. Et il y aura ensuite une présentation par chacune des quatre personnes. Et là, je dois dire que les 4 personnes font un effort particulier, parce que dans nos réunions de préparation, il s'est avéré que chacune pourrait faire une conférence sur Raymond Grandouillet. Voilà, ils ont une telle connaissance de lui, ils ont pris tellement de notes, des choses comme ça, voilà, qu'ils pourraient chacune dans leur domaine parler le temps d'une conférence. Mais nous les limitons. Et finalement, il me revient à moi de les limiter un peu. Parce que je dois être modérateur, mais bon, comme beaucoup savent que ma première qualité, c'est la patience, je ne sais pas ce que ça va donner. Bien, donc et après cette présentation, nous pourrons procéder à un échange collaboratif, voilà, avec leurs expériences, vos expériences, et certainement qu'une idée en entraînera une autre pour présenter ce côté multifacette de Raymond Grandouillet. Jean, on va passer à la projection du film? Oui, c'est un film que j'ai fait très rapidement, parce que j'ai pensé que certains n'avaient pas connu Raymond Grandouillet. Alors, comme ça, vous mettrez un visage sur lui, puisque vous le verrez, interviewé par FR3. Saint-Agrève. C'est ici, près de ce village du haut plateau ardéchois, que vivait Raymond Grandouillet, un sourcier hors norme. Dès ma tendre enfance, j'accompagnais mon grand-père maternel près de cette maison de plat failli. À cette époque, Raymond, tout en cherchant l'eau autour de cette bâtisse, marmonnait à mon aïeul. « Mais monsieur, savez-vous que vous possédez une maison intéressante? Pendant les longues veillées hivernales dans les fermes aux alentours, on se plaît à raconter des légendes qui parlent de cette ferme de plat failli. L'une d'elles évoque 3 boules d'or cachées dans les souterrains. Et depuis ce temps-là,
les boules d'or hantent mon esprit et me ramènent à l'existence d'un mystère. J'avais perdu de vue cet aimable chercheur de sources jusqu'au jour où, en 1982, nos destinées se recroisèrent. Dès lors, pendant 22 ans, dans cette ferme de Piche, où ce sourcier a vécu, dans cette ferme de Piche, j'allais régulièrement lui rendre visite afin de lui poser des questions sur le sens de la vie, sur le mystère de la vie. J'allais en fait, grâce à lui, accoucher de mon âme. Les enseignements de cet agriculteur firent naître en moi un sentiment d'émerveillement, émerveillement qui fut le prélude à une prise de conscience relative à l'urgente nécessité dans notre civilisation tourbillonnante de reprendre contact avec la voix de notre âme, de retourner chez soi, car notre âme est pure nature, et la nature est notre maîtresse, et nous sommes ses serviteurs. Je vous laisse contempler les lieux si chers à ce sourcier émérite. Et maintenant, je vous invite à écouter et à découvrir aussi le visage de Raymond Grandouillet. S'il y en a certains d'entre vous qui ne le connaissent pas, ils seront contents de découvrir ce personnage. Alors écoutons l'interview de Raymond, réalisée par FR3 en mai 1992. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très discret, de très pudique, et que vous ne voulez surtout pas de publicité. Moi, je voudrais quand même savoir comment vous avez découvert ce don, parce que je crois qu'on peut parler de don. Oui, moi je l'ai découvert suite après mon grand-père qui cherchait, quoi. J'ai essayé, c'est comme ça que j'ai découvert. C'est héréditaire? Ça, c'est autre chose, hein. Je peux pas bien vous expliquer. Mais votre père est associé? Non, pas du tout. C'était du côté de ma mère. Oui. Et votre mère vous a laissé chercher des sources comme ça quand vous étiez petit? Oui, enfin, elle était pas toujours d'accord quand on s'amusait, quoi, comme ça. En fait, ça a passé. C'était plus fort, il fallait que vous cherchiez. Eh oui, voilà. Alors au départ, c'était peut-être un jeu, vous étiez bravé. Ah oui, ça c'était un jeu. Puis bravé l'interdit, peut-être dans la famille. Oui. Et alors après, comment ça s'est manifesté? Mais, c'est-à-dire, ça s'est manifesté, j'ai commencé à chercher, puis j'ai cherché pour un voisin, ça a marché, et ça a continué comme ça. Et comment ça se manifeste en vous? C'est-à-dire, je sens comme quelque chose, quoi, à la main, quoi, qui me fait bouger. C'est comme ça, alors j'ai pensé que c'était ça, quoi. Et ça réagit à certains points de votre organisme, de votre corps? C'est-à-dire, je le sens partout, quoi. Oui. Oui. Dans un point défini, quoi. Mais selon la profondeur peut-être de la source ou de la nappe d'eau, est-ce qu'il y a des points plus ou moins sensibles dans votre organisme? Mais tout dépend de la profondeur. La profondeur, je sais pas, si c'est très profond, je le sens à la cheville. Oui. Et puis, de moins en moins, au coude, à la hanche, des trucs comme ça, quoi. Tout dépend de la profondeur. Vraiment, est-ce que tout le monde peut avoir ce don? Peut-être que non, mais il y en a beaucoup qui pourraient l'avoir. Seulement, ils n'essayent pas de chercher, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas et qui pourraient l'avoir. Peut-être qu'ils se connaissent un peu mieux? Eh bien, je crois. On passe à côté de plein de choses. Bien sûr, je crois qu'on passe à côté de plein de choses.
travaille de 2 façons différentes, soit sur le terrain avec une pendule, soit sur une carte IGN ou d'état-major. Ainsi, il a pu trouver des nappes au Niger et au Maroc et bien sûr en France. Ah oui. Ainsi, grâce à notre ami sourcier, des fontaines coulent qui jamais ne tariront. Et quand la pleine lune apparaît en dessus des volcans, je pense à Raymond, je pense à Raymond. Nous sommes contents, Nathalie, Alain, Christian et moi-même, Jean, d'être parmi vous ce soir. Et nous allons vous parler de Raymond Grandouillet, qui est né en 1930 et décédé en 2003. Et disons que nous l'avons côtoyé pendant de nombreuses années. Alors, avant de continuer, je voudrais vous raconter quand même comment j'ai rencontré Nathalie et Alain. C'était en 1995. Alain était professeur de ma fille au collège-lycée international Sévenol du Chambon-sur-Lignon. Et un soir, je me suis retrouvé chez Nathalie et Alain et je leur ai parlé du sourcier, Raymond Grandouillet. Et à ce moment-là, ils ont été subjugués. Ils ont été enthousiasmés. Ils ont voulu le rencontrer. Mais pas le rencontrer pour voir à quoi il ressemblait. Ils voulaient le rencontrer pour voir comment, entre guillemets, je travaillais avec lui. J'avais en fait l'habitude de me rendre chez ce sourcier pour lui poser des questions sur le sens de la vie, sur le mystère de la vie. En fait, je l'ai dit dans le film, j'allais accoucher de mon âme. Eh bien, oui, Raymond, j'ai été surpris à accepter de les recevoir. Et la séance a été fixée en avril 1995 et nous nous sommes retrouvés tous les trois ce jour-là. Nathalie et Alain, silencieux pendant 1 heure, ont écouté les questions, les réponses, le travail en profondeur. Et puis la séance s'est terminée. Nous sommes sortis et je leur ai demandé, alors, que pensez-vous de cette séance? Et ils m'ont répondu, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Excusez-moi. C'est incroyable parce que nous avons été formés en Inde par un maître yoga, au yoga naturellement. Et ce maître est très célèbre, très réputé. Eh bien, sachez que ce maître yoga, tout extraordinaire qu'il est, n'arrive pas à la cheville de l'agriculteur que vous aviez en face de vous. Est-ce qu'à notre tour, nous pourrions lui poser des questions? Et Raymond a accepté, à ma grande surprise aussi. Et c'est ainsi que Nathalie et Alain se sont installés dans une maison voisine de celle du sourcier de 1995 jusqu'à sa mort. Et ils l'ont côtoyé tous les jours. Il y a même Alain qui a renoncé à un poste dans une université américaine. C'est pour dire qu'ils étaient intéressés par ce personnage.
disons qu'ils ont fait passer le plus être avant le plus avoir. Voilà. Alors moi, pour ma part, j'ai rencontré Raymond Grandouillet en 1982. 1982, date qui sonne claire et joyeuse dans mon âme. Je retrouve cet ami sourcier. Ce que je ne savais pas en 1982, c'est que cette rencontre allait durer 22 ans, de 1982 jusqu'à 2003, jusqu'à sa mort. Et en 1982, si j'avais su ce que j'allais expérimenter grâce à ce sourcier, je n'y aurais pas cru. Alors, avant de continuer, je voudrais quand même donner une définition, elle est personnelle. On pourrait donner 1000 définitions de ce personnage complet, mystérieux, incroyable. Il faut l'avoir rencontré pour comprendre. Eh bien, je vais donner une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça vous aidera à comprendre de quoi il s'agit. Pour moi, Raymond Grandouillet est l'archétype de l'ésotériste. Certaines personnes sont effrayées par le mot ésotérisme. Le contraire, c'est exotérisme. Vous savez, il y a à la fois des choses bien et des choses tout à fait désagréables, autant dans l'exotérisme que dans l'ésotérisme. Si par exemple, alors ésotérique, ça veut dire ce qui est caché. Alors bien sûr, par exemple, si vous êtes dans un pays en guerre et que vous recevez des bombes qui explosent à côté de vous, elles sont exotériques, parce que vous pouvez les capter avec vos 5 sens. C'est pas pour ça que c'est agréable. Voilà. Alors je vais prendre un exemple, ou même plusieurs exemples. Quand vous voyez devant vous une rivière qui brille, vous la captez avec vos yeux. Et vous pouvez aussi l'entendre murmurer, vous la captez avec vos oreilles. Si vous vous approchez de cette rivière, vous allez pouvoir la toucher avec la main. Vous allez la capter avec le sens du toucher. Si l'eau était potable, vous pourrez aussi la goûter, boire l'eau. Eh bien ça, si vous avez 10 amis ou même plus autour de vous, ils vont capter cette rivière de la même façon. C'est une expérience universelle, puisque tout le monde capte la rivière de la même façon. C'est une expérience exotérique. Les expériences exotériques sont universelles. Par contre, si Raymond le sourcier vous dit là, sous la terre, il y a une rivière souterraine, il y a une rivière qui coule, et si autour de lui, il y a 10 personnes qui n'ont pas le don de sourcier, ils diront, mais de quoi il parle? On n'entend rien, on ne voit rien. Et oui, bien sûr. Et là, bien sûr, si on creuse et que l'eau jaillit, vous aurez une preuve physique de la métaphysique du sourcier. Mais si on ne creuse pas, vous allez croire ou ne pas croire. Et d'autant plus, si ce sourcier capte une rivière au Brésil, assis dans son fauteuil en Ardèche, sans même un plan, vous commencerez à dire, mais comment il fait? Et si l'eau jaillit à l'endroit où il l'a dit au Brésil, vous serez encore plus surpris. Eh bien oui, quand Raymond capte une rivière souterraine, donc cachée, ésotérique c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on appelle une expérience ésotérique. C'est une expérience puisqu'il est le seul à capter, s'il y a 10 personnes autour de lui qui n'ont pas ce don, c'est une expérience personnelle, mais avec une application universelle. Car en effet, n'oubliez pas que lorsque l'eau jaillit, l'eau c'est la vie. Je n'ai pas besoin d'en ajouter plus. Je pourrais prendre d'ailleurs un autre exemple aussi pour faire bien comprendre.
quand Sainte Bernadette à Lourdes voit apparaître la Vierge, on en pense ce qu'on en veut. Ceci étant dit, elle est la seule à capter cette image et à capter un message. C'est aussi une expérience ésotérique, avec une application universelle pour les catholiques, ils le savent très bien. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien oui, 1982. 1982, figurez-vous que Raymond va venir à moi par le biais de la géologie. De la géologie. Oui, à ce moment-là, j'animais des stages de géologie dans la région. Et un médecin généraliste, allopathe, homéopathe, eh bien, ce médecin, apprenant que j'animais des stages de géologie, va me demander de collaborer avec lui pour résoudre un mystère. Un mystère, le déséquilibre biologique d'une certaine vallée où 85% de la population mourait de cancer ou de maladie d'Alzheimer. Je n'étais pas géologue professionnel. Le médecin avait proposé ces statistiques à ses collègues de Lyon qui n'en revenaient pas. Il y avait vraiment un déséquilibre biologique. Et j'acceptais de l'aider, tant bien que mal. Lui faisait la biologie, moi la géologie, mais très rapidement, dépassé dans notre intellect, je lui proposais la collaboration de Raymond Grandouillet. Raymond Grandouillet, le sourcier de Saint-Agrève. Il accepta, le médecin accepta, parce qu'effectivement on était dépassé. Et là, quand Raymond commença à collaborer avec nous, les éléments prirent verbe et visage. Le ciel étoilé prit une nouvelle dimension. Et les êtres humains, nous les êtres humains que nous sommes, m'apparurent et m'apparaissent encore grâce à Raymond, comme des êtres multidimensionnels en train de vivre l'expérience humaine. Eh bien, sitôt que Raymond arriva sur cette vallée maudite, comme on l'appelait, eh bien, il me fit découvrir tout de suite la planète Terre, notre planète, sous un autre angle. Bien sûr, scientifiquement parlant, géologiquement parlant, j'étudiais la planète Terre d'une manière rationnelle, scientifique. Eh bien non, Raymond étudiait aussi, entre guillemets, la planète Terre, mais d'une autre manière. J'allais, grâce à lui, glisser du cerveau gauche sur le cerveau droit très rapidement, glisser de la géologie à la géobiologie, c'est-à-dire la médecine du lieu. Raymond étudiait la planète Terre car il la sentait, il la ressentait. Il l'étudiait au niveau des vibrations qu'il captait. Et il m'a appris qu'il y avait des lieux de basse fréquence, négatifs à la santé, des lieux de haute fréquence, de hauts lieux vibratoires, de hauts lieux de vie, de hauts lieux souvent sacrés, qui se sont révélés au cours des siècles à certains êtres humains. Et ces êtres humains, sentant comme Raymond ces vibrations de vie, ont voulu amplifier cette énergie vitale en édifiant sur ces points d'acupuncture, parce qu'en fait il s'agit de points d'acupuncture de notre planète Terre. Eh bien, ils y ont édifié des monuments judicieusement positionnés, certes, mais judicieusement conçus.
de façon à amplifier ces radiances stellaires, ces radiances vitales qui en fait, si je les appelle d'une autre manière, l'énergie lumière. Mais bien sûr, il s'agit de radiance et d'une lumière invisible. La lumière visible captée par les yeux ne représente pratiquement rien par rapport à l'énergie lumière nouménale dont je parle, celle qu'on capte avec les yeux, c'est la lumière phénoménale qui représente même pas 1 centimètre sur 1 kilomètre, si je fais une analogie avec les unités de longueur. Très rapidement également, Raymond attira mon attention pour essayer d'équilibrer cette vallée sur une église, sur un dolmen et sur une maison. Une maison que je connaissais très bien. Je la faisais visiter à mes stagiaires en géologie, parce qu'on ne faisait pas que de la géologie, je les distrayais un petit peu quand même. Et là, bien sûr, cette maison, je la trouvais un petit peu mystérieuse. Il y avait des cheminées à l'intérieur, elle est devant vous, cette maison. C'est la maison de Lerme, à Saint-Clément, dans la campagne de Saint-Clément en Ardèche. Eh bien, cette maison de Lerme, Raymond va me la faire aussi découvrir sous un autre angle. Il va me faire comprendre que c'est une maison très particulière, que c'est une demeure philosophale. J'avais jamais entendu ce mot. Une demeure philosophale. Bien sûr, la maison de l'herbe, ça veut dire la maison de l'orme. C'est le nom d'un arbre. Mais dans le langage des oiseaux, ça veut dire la maison d'Hermès. La maison où l'on pratiquait la philosophie hermétique, l'alchimie. Et j'allais, grâce à Raymond, plonger dans le mystère de l'alchimie, qu'il ressentait, parce que dans l'alchimie, il n'y a rien à comprendre. Tout est dans le ressenti. Très rapidement, curieusement. Alors, il ne faut pas oublier aussi quelque chose, là je fais une petite parenthèse. Raymond était magnétiseur guérisseur. Et n'oublions pas que le but de l'alchimie, c'est la guérison. Un alchimiste qui a réussi son grand œuvre, c'est un alchimiste qui s'est guéri lui-même et qui est capable de guérir les autres. Bien, Jean, oui, tu parles de guérison. On peut peut-être passer la parole à Nathalie qui va parler de guérison également. Je sais pas si tu as... Je voudrais finir quand même jusqu'à Nathalie, non, non. Parce qu'alors, il y en a des choses. Oui, mais il faut que je finisse parce que... Alors, en même temps, il y a une vieille dame qui possédait également une autre maison, une autre demeure philosophale. Elle se sentait dépassée. Dépassée parce qu'elle organisait des séminaires d'alchimie dans cette maison. Et elle sentait qu'il y avait pas mal de gens dans ceux qui venaient se réunir, qui utilisaient le mot alchimie à des fins mercantiles. Et elle a demandé l'aide de Raymond et de moi-même pour étudier cette maison. Et cette maison, c'est la maison de Chérac, à côté du puits en Velay. Dans cette maison, c'est l'archétype de la demeure philosophale. Il n'y en a qu'une au monde, c'est celle-là. Il y a 100 peintures de la Renaissance. Est-ce que je la montre, cette maison? Oui, parce qu'il y a d'autres qui me regardent déjà. On avait mis 5 minutes de présentation chacun. Voilà, alors vous voyez, c'était déjà presque un manoir, cette maison. Et à l'intérieur, il y a donc 100 peintures qui commentent le grand œuvre alchimique, dont 22 qui commentent les 22 étapes du grand œuvre alchimique, qui sont 22 expérimentations ésotériques. Je vous ai défini tout à l'heure ce que ça voulait dire. Par exemple, si vous sentez l'eau, c'est l'eau souterraine, c'est une expérience ésotérique. Voilà. Alors, justement, un jour où je raccompagnais Raymond chez lui, eh bien,
Raymond me dit, vous êtes intéressé par la maison de laine. Elle est très intéressante. Vous êtes intéressé par la maison de Chirac. Elle est encore plus intéressante. Mais sachez que la maison de votre grand-père, la maison de Plafailly, est 1000 fois plus intéressante. Vous devriez plonger dans le mystère de cette maison, et là, vous élargirez votre champ de conscience, et toutes les questions que vous me posez, eh bien, vous y verrez peut-être plus clair. Vous devez vous plonger là-dedans. Alors je lui dis, mais attendez, il n'y a pas 100 peintures Renaissance dans cette maison. Tout à l'heure, vous l'avez vu dans le film, hein, la maison de Plafailly, ceux qui ne la connaissent pas. Et alors, à ce moment-là, il me répondit, oui, bien sûr, c'est au niveau du ressenti. Mais je n'ai pas de ressenti comme vous. Alors, que voulez-vous que je fasse sur cette maison? Et il me répondit, vous êtes intellect, travaillez d'une manière intellectuelle. Mais que voulez-vous que je fasse d'intellect sur une ferme anodine? Et il me répondit, c'est vous l'intellect, c'est pas moi. Je suis resté un moment dubitatif, mais je compris qu'il avait raison. Et comme je travaillais en même temps avec lui sur la géométrie sacrée égyptienne et sur les monuments de l'Égypte antique, Raymond se promenait dans les souterrains, dans les pyramides, dans le temple de Luxor, de Karnak, d'Abydos, de Dendera, de Memphis, comme s'il y avait toujours vécu. Eh bien, j'ai pensé à étudier cette maison de Plafailly au niveau de l'architecture. Et là, très rapidement, j'ai découvert que cette maison était conçue comme un temple égyptien. Sur 2 rapports harmoniques, la coudée sacrée royale égyptienne et le nombre d'or. À ce moment-là, je suis allé voir Raymond. Et Raymond, alors là, il était content. Il me dit, ça fait 45 ans que j'attends que quelqu'un voie ça. Mais je savais que vous alliez le voir. Je le savais. Et alors, là-dessus, il me dit, ce lieu de Plafailly s'est révélé à moi quand j'avais 12 ans. Vous avez raison, c'est une maison égyptienne. Le symbole de cette maison était peint sur le blason sculpté en dessus de la cheminée. C'était le scarabée égyptien, entouré de 3 boules d'or. Et moi, quand je suis arrivé à 12 ans devant cette maison de Plafailly, j'étais avec votre grand-père, le propriétaire à cette époque de cette maison, et mon père, qui se connaissait. Et alors, j'entendais dans les veillées votre grand-père et mon père qui parlaient de toutes sortes de légendes sur cette maison. Entre autres, par exemple, la légende des 3 boules d'or, j'y reviendrai tout à l'heure. Les 3 boules d'or, légende que je vais vivre plusieurs fois en direct, grâce à Raymond. Eh bien oui, j'ai senti, quand j'avais 12 ans, la vibration extraordinaire de cette maison. J'ai même senti qu'il y avait 13 lieux sur la planète Terre comme celui-là. C'était le numéro 9, c'était le point énergétique du Verbe. J'ai senti aussi, autour de cette maison, un œuf de lumière. Et comme votre grand-père et mon père parlaient de toutes sortes de légendes, j'ai cru qu'ils en savaient plus que moi. Et alors, je leur ai raconté tout ça. Je leur ai raconté même que des Égyptiens venaient dans cette maison enseigner l'alchimie, la gué-science, l'alchimie, la science de la guérison. Et que même des chevaliers, Jean de Berry, je sentais, Jean de Berry, le fils de Jean II, le bon roi de France, qui venait avec son alchimiste attitré Jean Flamel. C'était les chevaliers de l'étoile. Ils faisaient partie d'un ordre chevaleresque, les chevaliers de l'étoile. Et j'ai tout raconté à votre grand-père et à mon père. Et à ce moment-là, j'ai été déçu. Ils ont souri. Ils ont dû penser que cet enfant a l'imagination active. Et je me suis tu, jusqu'à ce que je vous rencontre. Ah ben, merci Jean. Toi aussi. Jean, si on était en compagnie électorale, s'il n'y avait pas de pendule, tu aurais déjà dépassé tout ton...